Alors nous, on va vous proposer une présentation sur un retour d'expérience en fait d'un inventaire de micro-mammifères en milieu montagnard. Ça fait que 2 ans qu'on fait vraiment de l'inventaire micro-mammifères. On a de l'expérience sur tout ce qui est semi-aquatique, mais le micro-mam terrestre un petit peu moins. Et puis Hélène a su nous convaincre. Avec le couteau sous la gorge, c'était plus facile, mais voilà. Donc un peu d'indulgence, on est débutant. C'est filmé. Rapidement, je remercie le département de l'Aude qui nous a financé cet inventaire. Voilà, fallait le dire. Maintenant, on y va. Bien, mais bonjour à tous. Je vais commencer par vous présenter rapidement notre association. Je pense qu'on n'est pas connu de beaucoup ici. Donc on est une association loi 1901. Ça fait plus de 30 ans qu'on agit sur le territoire de l'Aude, donc en bas, là, dans le vrai sud, là où il n'y a plus d'eau, on travaille. Donc on est 6 salariés, aidés par 10 administrateurs, et on bosse à la fois sur la sensibilisation, mais aussi sur des actions de gestion. Donc ça va à la fois sur des inventaires classiques, hein, comme on vous présente là, mais aussi des choses un peu plus conséquentes, comme la rédaction de plans de gestion, et même des projets encore plus ambitieux, comme des projets de réserve naturelle nationale. Donc comme Boris l'a dit, voilà, on a été formé en 2023 à la capture des micro-mams. C'est une thématique qu'on travaille déjà via le DESMAN, ça fait pas mal d'années qu'on bosse dessus, via le LIFE, les PNA. Mais voilà, on avait un peu envie d'étendre nos actions et notamment travailler plus largement sur ce groupe méconnu dans nos secteurs. Voilà, on travaille sur le département de l'Aude et plus particulièrement dans le bassin versant de l'Aude. Et non, le département de l'Aude ne se résume pas à la Blanquette de Limoux, au cassoulet ou aux plages naturistes. C'est aussi un département riche et varié, avec des habitats assez somptueux, notamment un beau littoral et des espèces emblématiques comme le Pélobate cultripède. Ou alors, quand on avance un peu dans les terres, sur les Corbières, avec notamment le pic de Bugarache et de nombreuses observations d'ovnis ou extraterrestres à son sommet, et des espèces emblématiques comme le calosriton. Et enfin, des habitats naturels qui vont nous parler un peu plus aujourd'hui, des milieux montagnards, donc on va jusqu'à 2400 mètres d'altitude dans l'Aude, et des espèces emblématiques comme le grand tétras ou des densités assez exceptionnelles de chouettes de Tchèqueman. Alors le terrain d'inventaire, c'est un espace naturel sensible qui s'appelle le bac Péculier, que le département a acheté il y a quelques années sur recommandation de la Fédération Hauts-de-Clair. Il s'agit de 63 hectares montagnards, ça s'étage à environ de 1500 mètres à un peu plus de 1800 mètres, principalement forestiers, mais avec une multitude de zones humides, c'est aussi l'intérêt de ce milieu-là. Et ces zones humides avaient été drainées, plantées avec des épicéas. Donc il y a eu des actions de réouverture de ces tourbières qui ont porté leurs fruits en tout cas. On a des relevés phytosociologiques depuis maintenant presque 10 ans qui montrent une diversité floristique en augmentation. Et donc cette année on a pu faire un inventaire micro-mammifère sur ce secteur-là. Il y a une diversité de milieux naturels comme je vous disais. On les verra un peu plus tard plus précisément. Concernant la méthodologie maintenant, donc quelque chose je pense d'assez classique, on a utilisé une méthode directe et indirecte. La capture, ce qu'on appelle nous la méthode Dupuis, on a été formé à ça et on applique studieusement cette méthode depuis. Donc on a une batterie de 60 pièges INRA et qu'on complète avec 10 souricières. Et on met dans chacun des pièges de la paille, un morceau de pomme, une amande, des asticots et un coton imbibé d'eau, à la fois pour attirer un maximum d'espèces, mais à la fois aussi pour limiter le taux de mortalité au maximum. Et ensuite, on complète systématiquement par une méthode indirecte, donc on pose des tubes capteurs AT16 qu'on couple systématiquement à de l'analyse génétique. Et enfin, quelque chose qu'on était un peu plus habitué à la vidéo Haute-Claire, la recherche d'indices de présence. Et donc là, c'était à la fois ciblé sur le desman, mais aussi et beaucoup sur le campagnol amphibie. Alors, donc on a déployé 6 transects composés chacun de 10 pièges INRA et 2 transects de 5 pièges souricières. Vu la diversité des milieux, on a installé ça sur un chaos rocheux qui est à 1830 mètres, donc c'est à peu près le sommet du site. Une belle sapinière qui se déploie sur des blocs,
une prairie plutôt sèche, en clairière, un ruisseau forestier, un tout petit ruisselet, une tourbière, une paissière, pour ceux qui regardent avec des grands yeux ou qui se posent la question, n'ayez pas honte. C'est une forêt d'épicéas, et là, typiquement, c'était une forêt d'épicéas plantée, très serrée. En dessous, il n'y a rien qui pousse, c'est sombre, c'est stérile, donc on est quand même allé voir ce qui se passait dans ce milieu-là. Et un ruisseau en prairie humide. Alors on avait un petit objectif secret, hein, c'était de capter le campagnol des neiges, et on a axé pas mal les choses sur les milieux un peu humides aussi, pour essayer de choper des crossopes, et notre deuxième objectif secret, c'était la crossope des millaires, parce que là-haut on a potentiellement les deux espèces, et on aurait bien aimé, c'était l'objectif, on essayait de choper de la crossope. On a effectué un pré-appâtage une quinzaine de jours avant, ou une dizaine de jours, en même temps que les recherches d'indices. Et puis on a procédé à 2 soirs de capture, à 3 jours d'intervalle. C'est des captures qu'on faisait sous forme de 2 tournées de relève. Alors on armait les pièges vers 20h. Une première tournée était effectuée à 22h et une deuxième tournée à minuit. Voilà, on a fait comme ça. Après, nous, là-haut, on était un peu fatigués, donc on est allé se coucher. Mais ça permet quand même de faire 2 passages, et vous allez voir les résultats. Donc en termes de milieu, on a, donc là je vous illustre un peu les milieux, une sapinière sur bloc en haut à gauche qui est quand même, qui était très jolie avec un certain nombre de caches sous ces blocs et de la mousse. Et un milieu assez joli. Le chaos rocheux en bas à gauche, donc c'est quand même des blocs pour certains qui font la taille d'une table. C'est relativement stable, mais bon, on fait attention. Vous imaginez ça en pleine nuit à la frontale, il faut quand même, à 1800 mètres, ça capte pas là-haut. Bon, on a fait attention. Et puis on n'a perdu aucun stagiaire en plus. Voilà, on a la tourbière en bas, on a le ruisseau forestier à droite. Voilà un peu les paysages. Au niveau des résultats maintenant, donc nous on est assez contents, surtout pour 2 nuits de piégeage. Donc au total c'est 49 captures qui ont été réalisées avec un taux de mortalité à 0. Voilà. Avec la méthode qu'on utilise depuis qu'on met en place les captures, on n'a jamais eu une seule mortalité avérée sur nos pièges. Donc 19 captures la première soirée, une augmentation assez significative lors de la seconde avec 30 captures. 15 recaptures et donc au total 34 individus différents capturés. Ça nous fait 7 espèces ou groupes d'espèces inventoriées. Je vais passer assez rapidement, mais voilà, une dominance des campagnols, notamment le campagnol agreste, campagnol roussâtre, les mulots qui viennent ensuite. Voilà, mulot SP, dès qu'on a des doutes dans l'identification entre mulot sylvestre et acolyé, on met tout en SP. Un individu du groupe Araneus, quelques mulots, 3 laireaux. Voilà, on ne s'attendait pas forcément à voir le laireau à cette altitude dans ces milieux, mais on l'a capturé assez facilement. Et une musérène pygmée. Juste pour préciser, là, vous voyez mulot acolyé, celui-là c'est parce qu'on l'a validé génétiquement. La carte des résultats, je vais passer assez rapidement, mais voilà, ce qui saute aux yeux, c'est un gros taux de capture à la fois en espèces et en individus au niveau de la tourbière, avec une dominance des campagnols agrestes, on les a chopés quasiment que sur la tourbière. Ensuite, lorsqu'on va à droite, là on est dans la paissière, on a eu que du campagnol roussâtre. Par contre, dès qu'on monte en altitude, là où on a été déçu, c'est sur le chaos rocheux, on n'a absolument rien capturé. Et à gauche du chaos rocheux, donc c'est là où on a eu nos trois laireaux dans des chaos rocheux forestiers. Bon voilà, c'est pour aller assez rapidement sur les résultats. En ce qui concerne les méthodes indirectes, donc les tubes capteurs AFSS et l'analyse génétique qui est couplée à ça, ça avait 2 objectifs. Hein. Déjà, les taxons qu'on pouvait difficilement capturer, essayer de choper ces taxons-là. Et puis identifier les espèces critiques. Donc on a fait un échantillon de poils, donc le fameux mulot là donc on lui a pris quelques poils et puis on a envoyé. C'est tombé mulot à collier. 9 échantillons de fesses ensuite. Et là les résultats, on a eu 7 espèces, le campagnol roussâtre qu'on a confirmé, le mulot à collier et également le mulot sylvestre donc.
On a les deux présents sur le site, le Lero qu'on a capturé, la musaraigne couronnée, donc notre groupe Araneus, là bon, on a eu la Sorex coronatus, la musaraigne pygmée, et puis la Crossop aquatique. Ça c'est une donnée intéressante parce que dans l'Aude on la trouve énormément sur les cours d'eau, nous, en faisant du dessement. Et là c'est la première fois qu'on l'a chopée dans un milieu de tourbière, probablement parce qu'elle n'a jamais été cherchée dans un milieu de tourbière. Donc la carte des éléments génétiques, là, donc des identifications génétiques, on voit que sur le chaos rocheux en bas, on a chopé 3 espèces avec la génétique, ce qui est intéressant puisque en capture on avait un 0 pointé, donc là c'est assez complémentaire. On a également eu de la musaraigne pygmée sur la tourbière et puis sur le ruisseau au-dessus, et la musaraigne aquatique qui s'étale depuis le ruisseau en bas. Bon, ça on s'en doutait qu'on allait la voir là-bas en bas, mais également dans la tourbière au milieu et un peu plus haut. Donc on est assez content, ça complète pas mal le piégeage. Alors là, les résultats des méthodes indirectes, maintenant on a été clairement plus déçus par cette méthode. Alors très rapidement, oui, on a eu de l'écureuil roux, également des indices de présence de taupes ou campagnols terrestres souterrains. Les indices étaient vieux. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on n'a pas réussi à retrouver le dessement des Pyrénées qu'on avait trouvé il y a 2 ans de cela au même endroit. On n'a pas retrouvé. Et ça suit malheureusement un peu les tendances qui sont observées partout dans les Pyrénées et qui sont assez affolantes. Ensuite, on n'a pas retrouvé le campagnol amphibie malgré des indices de présence non loin de là et des habitats hyper favorables pour l'espèce. Et on n'a malheureusement pas trouvé la Crossop de Miller. Alors en termes d'analyse, très rapidement, parce qu'on est allé un peu plus loin dans le rapport, on a un minimum de 9 espèces, avec 7 qui sont génétiquement validées. Un taux de capture qui s'établit à 35%, 49 captures pour 148 pièges. Alors ça, dans la prochaine diapo, on en parle un peu plus. Présence d'espèces à enjeu, on est assez content d'avoir chopé le Lero, où il y a très peu de données sur le secteur, la musaraigne couronnée, pygmée et puis la Crossop. Les milieux ouverts nous semblent, d'après les résultats, assez favorables. Surtout, la tourbière apparaît comme le milieu vraiment le plus riche, ce qui est intéressant et puis justifie aussi la réouverture des milieux, parce que cette tourbière a été plantée d'épicéa il y a une quinzaine d'années. Alors on n'a pas fait d'inventaire micro-mammifères il y a 15 ans sur cette tourbière plantée, mais là, vu qu'elle a fait l'objet de gestion de réouverture, on se rend compte en tout cas que c'est un milieu qui est extrêmement riche, enfin, qui est le plus riche en tout cas, pour cette étude. Oui, voilà, et pour terminer notre présentation, donc les intérêts de l'étude. Alors voilà, on a eu la chance de travailler sur un milieu qui est, enfin des milieux reculés et peu étudiés. C'est la première fois dans l'Aude sur ces habitats qu'il y a eu réalisé des captures. Ensuite, on a pu mettre en relation aussi les actions de gestion de l'ouverture des tourbières réalisées par le CD 11 depuis plusieurs années. Et pourquoi pas, dans l'avenir, évaluer l'évolution du cortège des micro-mammifères en fonction des actions de gestion qui sont menées. Et enfin, c'est également une première étude des micro-mammifères sur un ENS audois, et on espère dans les années à venir perpétuer cette étude sur les 17 ENS du département. Et enfin, les limites de l'étude, vous en trouverez certainement plus et on est preneur. Mais pour nous, la première limite, c'est le peu de nuits de pièges que l'on a réalisé, seulement 2. Mais voilà, on était contraint par un budget limité. Voilà, les captures, c'est extrêmement chronophage. Et enfin, les questions ouvertes. Nous, voilà, Boris, on débute et on se pose pas mal de questions, notamment sur comment calculer le taux de capture. On réalise des nuits qui ne sont pas complètes et souvent avec un double passage, et ce qui fausse un peu le calcul du taux de capture. Et enfin, l'interprétation de la biométrie. Alors, on sexe nos individus, mâles, femelles, on en trouve, mais on ne sait pas aller plus loin dans l'analyse, en tout cas pour les micro-mammifères. Et enfin, voilà, on se pose la question de l'intérêt de la capture par rapport à l'analyse génétique de FECES. On voit que dans nos résultats, les résultats sont comparables, voire peut-être un peu meilleurs pour l'analyse génétique.
et on y passe beaucoup moins de temps, on impacte beaucoup moins les espèces. Et donc voilà, on ne sait pas à quel point peut-être cibler quelques espèces avec la capture et augmenter notre effort de prospection sur la génétique. Donc voilà, on est preneur. En particulier, là, on n'a rien sur les campagnols souterrains. Peut-être qu'on pourrait faire de la capture spécifique campagnol souterrain et mettre plus d'efforts sur la génétique pour le reste. Avec la génétique, on aurait pu également aller prospecter d'autres milieux ouverts sans perdre beaucoup de temps. Voilà. Donc là, c'est nous qui vous posons les questions, finalement. Merci. Stéphane. C'est bien parce qu'il n'y a pas de questions, parce que sinon j'aurais discuté avec vous dans la voiture en rentrant. Mais par rapport à ta dernière question, campagnol souterrain, hier on nous a expliqué la réunion de coordination qu'on pouvait mettre des pièges dans des trous, etc. Alors moi, les pièges dans les trous, ça ne me plaît pas, parce que je suis bien content de voir que l'analyse génétique est encore meilleure que le piégeage. Et d'ailleurs, notre ami François, il pourrait peut-être préconiser des analyses génétiques à Chausey, mais bon, c'est autre chose. En fait, j'allais vous parler de l'ADN environnemental. Et si vous avez des trous de campagnol souterrain, eh bien, il faut mettre des capteurs pour trouver l'ADN, pour capturer l'ADN environnemental, et on passe ça en génétique après, et on n'embête pas les bestioles. Ça marche en milieu sec, Stéphane? Oui. Ouais. Et une question, le coût de l'ADNE, parce que c'est vrai que nous on a du mal à avoir des... Non, mais ça sera le même coût que les analyses génétiques pour les tubes à poil et à fesses. Alors, Marc Artois me pose une question derrière. C'est une information, moi, que j'ai eue tout récemment. On peut même faire de l'ADN environnemental aérien maintenant. Vous mettez un capteur dehors devant le muséum et vous savez qu'est-ce qu'il y a comme mammifère dans tout un rayon de 2 km autour. C'est quand même fabuleux. Mais bon, évidemment, les naturalistes, ils n'auront pas la bestiole en main. Tu vois qu'on a